Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo de la série de vidéos Gloomhaven Jaws of the Lion avec la nouvelle caméra et maintenant un nouveau micro, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait la vidéo règle du scénario 1 de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, j'ai séparé les vidéos règles en fait pour le jeu, probablement en 3 vidéos parce que le premier scénario, je trouvais qu'il y avait beaucoup de stock, donc je préfère faire ça concis, que ça soit pas trop long à écouter. Vous écoutez ça. La semaine prochaine, on va faire les scénarios 2, 3 et la semaine d'après 4, 5. Après ça, vous allez être prêts à vous lancer dans l'aventure de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, on commence ça tout de suite. Pour commencer, localisez le livre d'apprentissage des règles. Le reste, vous pouvez le mettre de côté. Sur la page principale du livre d'apprentissage des règles, on voit que, en fait, il nous explique qu'on va pouvoir jouer au jeu directement en suivant ce guide-là, en suivant les icônes, en fait, avec des points d'exclamation. Ça nous dit que pour commencer l'apprentissage, en fait, on doit sortir le livre de scénario et lire l'introduction qui se trouve sur la page principale. Donc, on va faire ça. Après qu'on a lu le scénario, en fait, d'introduction du jeu qui se trouve sur la page couverture du livre de scénario, on nous dit que notre récompense, c'est de gagner, en fait, la location numéro 1 sur la carte de Gloomhaven. Donc, vous localisez votre petit feuille de collant comme ça et vous décollez le collant numéro 1. Ensuite, vous pouvez aller chercher la carte de Gloomhaven qui est juste ici. Donc, qui est vraiment petite comparée au premier jeu. Et là, vous regardez ici, ça dit que c'est situé en B1. Donc, on localise sur la carte le B1, donc dans cette case-là, et on colle le collant où ça va en fait faire avec l'image, comme on voit juste ici. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous le voyez. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas à l'aise, en fait, de modifier leur jeu, qui veulent, en fait, se garantir une rejouabilité presque infinie, c'est pas obligé d'utiliser les collants. À ce moment-là, vous pouvez noter à quelque part à chaque fois que vous débloquez un nouveau scénario pour le garder en note. Une fois que c'est fait, pour pouvoir bien débuter votre partie de Gloomhaven Jaws of the Lion, il vous faut maintenant choisir un des 4 personnages disponibles au début de la partie. Donc, vous avez le choix entre le démolitionniste, qui est en fait spécialisé dans les attaques de mêlée et la destruction d'obstacles. Vous pouvez également choisir le Red Guard, qui lui est spécialisé dans la protection et la manipulation des monstres. On peut choisir également Hatchet, qui lui est spécialisé dans l'attaque à distance et le loot. Et on peut choisir le Void Warden, qui est spécialisé dans la guérison et le support. Si vous décidez de lancer une campagne solo de Gloomhaven Jaws of the Lion, il vous faudra à ce moment-là choisir 2 personnages. Il faut faire attention par contre parce que 2 personnages veut dire 2 fois plus de gestion durant la partie. Une fois le personnage choisi, on peut commencer l'aventure avec la mise en place. Donc une fois que vous avez sélectionné votre personnage, dans ce cas-ci Hatchet, vous devez récupérer sa boîte de personnages qui possède le même logo en fait que ce que l'on retrouve en haut à gauche de son plateau de personnage. On va également aller chercher la petite boîte qui contient son logo de personnage. Donc, vous devriez avoir devant vous son plateau de personnage, son paquet de cartes personnelles, son paquet de modificateurs d'attaque, ses jetons de personnage, sa carte d'aide de jeu, son carnet, en fait, pour noter ses améliorations durant la partie, durant la campagne, et 2 paquets de cartes qui vous dit de ne pas les ouvrir avant d'avoir atteint le niveau 5 pour celui-là, et celui-là, ne pas l'ouvrir avant de vraiment être indiqué de devoir le manipuler. Donc, pour l'instant, on n'y touche pas. Dans la petite boîte, ce que vous allez recevoir, en fait, c'est la figurine de votre personnage. Donc, dans ce cas-ci, Hatchet.
Pour débuter la mise en place, vous allez d'abord placer votre plateau de personnages en jeu. Ensuite, vous allez récupérer votre carte d'aide de jeu qui contient en fait une légende pour chacun des insignes ainsi que le déroulement d'un tour de jeu. Vous allez la mettre de côté. Vous allez également récupérer le paquet de cartes personnages pour le scénario 1. On récupère les cartes personnages indiquées avec un A dans le centre en haut. Donc, il y en a 6. On va également récupérer le plus petit paquet qui est les cartes modificateurs d'attaque de notre personnage. On récupère également le jeton d'initiative de notre personnage et finalement, on récupère la roulette de santé et notre figurine de personnage qu'il ne faut pas oublier. On peut mettre le personnage ainsi que le jeton d'initiative de côté. Votre paquet de cartes modificatrices d'attaque se met de côté avec votre carte en fait de référence. Votre paquet de cartes va en haut de votre plateau de personnage et finalement, vous devez ajuster la santé de votre personnage en fonction de son niveau. Donc, pour le scénario 1, on va commencer niveau 1, ce qui veut dire qu'on va placer notre santé à 8. C'est à noter que pour le premier scénario, on va pas toucher à la partie bleue. Donc, on s'en soucie pas pour l'instant. Seulement la partie rouge qui note notre santé qui est à 8 pour l'instant. Une fois que ça c'est fait, on est prêt à mettre en place le scénario. Pour débuter le scénario 1, vous devez d'abord ouvrir le livre de scénario à la page numéro 1. Ensuite, vous devez sortir le sac Ziploc préalablement préparé quand vous avez ouvert votre boîte, qui contient tout le matériel des Basic Vermling Raider. Donc, les cartes peuvent rester dans le sac. Ce qu'on va récupérer, en fait, c'est le jeton d'initiative et tous les standees. Pour pouvoir bien placer les monstres en jeu, il faut suivre les indications qui sont directement sur la carte du scénario. Donc, on remarque qu'en dessous de l'image du monstre, en fait, il y a 3 lignes de couleurs différentes. La ligne du haut représente le type de monstre à sortir si on joue à 2 personnages, celle du milieu si on joue à 3 personnages et celle du bas si on joue à 4 personnages. Le code de couleur, en fait, signifie le type de monstre. Donc, noir veut dire qu'on place aucun monstre à cet endroit si on joue à 2 personnages, pour l'instant, étant donné que c'est la première ligne. Donc, ici, pour la partie, on n'en mettra pas. La ligne du milieu dit que si on joue à 3 personnages, on va placer un monstre de niveau normal, donc un monstre blanc. Et finalement, si on joue à 4 personnages, on va placer un monstre élite, donc un monstre avec une base jaune, qui est généralement plus fort que les monstres de base. Maintenant qu'on connaît bien l'iconographie pour pouvoir placer nos monstres, on va maintenant installer les monstres pour le scénario, comme si on plaçait un scénario à 2 personnages. Donc, on se fie à la première ligne. Ici, elle est blanche, on place un monstre normal. Ici, la première ligne est noire, comme on a vu tantôt, donc on place pas de monstre. Ici, elle est blanche, un monstre normal. Elle est jaune, un monstre élite. Ici, elle est noire, donc pas de monstre. Et ici, elle est blanche, donc un monstre normal. On installe les personnages choisis sur un des 4 lieux de départ qui va être identifié de cette icône-là. C'est à noter que seulement un personnage peut occuper une case précise. Donc, on place nos personnages. Ensuite, on installe le plateau contenant tous les tokens que vous avez classés préalablement quand vous avez ouvert la boîte près du plateau pour qu'elle soit accessible à tous les joueurs. Donc, on sort de la boîte la carte de monstre des Vermling Raider et on s'arrange pour que le niveau 1 soit face vers le haut. C'est les statistiques des monstres qu'on va affronter pour ce scénario. Donc, on va prendre une enveloppe de monstres et on va glisser la carte dedans de façon à ce que seulement le niveau 1 soit visible. Et on va la placer près du plateau. Ensuite, on va récupérer dans la boîte le paquet de cartes modificateurs d'attaque des monstres qui est reconnaissable en fait au M qui est situé en bas à gauche sur les cartes. Et maintenant, on est prêt à commencer l'aventure, mais avant, on s'attaque au livre de scénario. Dans le haut du livre de scénario,
On a premièrement l'information, le numéro du scénario, dans ce cas-ci le numéro 1. On a le nom également du scénario, où il se trouve sur la carte ville, comme on a vu tantôt si on veut coller le collant, et également le but du scénario, dans ce cas-ci, tuer tous les ennemis. Ensuite, on a l'introduction au scénario, donc le texte qui va introduire ce qui se passe et pourquoi on fait cette mission-là. On a également les règles spéciales en lien avec ce scénario-là. Dans le scénario 1, les règles spéciales, c'est que les personnages vont jouer seulement avec les cartes indiquées d'un A dans le centre en haut de la carte, comme j'ai mentionné tantôt, et que les monstres vont avoir une initiative qui va être à 50. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et également que lors de leur tour, ils vont commencer par se déplacer et que si une cible est disponible, ils vont alors l'attaquer. D'autres détails importants qui sont dans le scénario, en fait, ce sont le placement de la carte. Donc ici, on voit que la carte du scénario est constituée seulement des pages 2 et 3 du livre de scénario. Certains scénarios dans le jeu vont vous indiquer d'ouvrir un autre livre pour ajouter des cartes ou va se passer sur plusieurs pages. C'est pas le cas du scénario 1. À côté, on voit en fait les clés du scénario. C'est là que vous allez voir en fait les trésors, les pièces de monnaie, les meubles et tout en fait les tokens qui vont se trouver directement sur la carte en commençant, ainsi que tous les monstres que vous devez préparer pour le scénario. Vous avez également, dans le livre de scénario, des petites boîtes de texte comme celle-ci, avec des petits trucs et des rappels de règles pour s'assurer qu'on n'oublie rien dans les détails importants pour le scénario. C'est sûr que c'est plus présent pour le premier scénario et tranquillement, ça va tendre à disparaître, mais c'est très pratique. On a également la conclusion du scénario. Il faut essayer de pas le lire, par contre, avant la fin du scénario pour pas se péter de punch, comme on dit en bon français. Et c'est là que, quand on a terminé le scénario, on lit qu'est-ce qui se passe pour voir c'est quoi la suite. Et finalement, encore plus important de ne pas lire avant la fin du scénario, mais encore plus difficile à ne pas faire, c'est les récompenses suite au succès du scénario. Qu'est-ce qu'on va gagner si jamais le scénario est fructueux et qu'on réussit à le vaincre? Directement sur la carte de scénario, on va noter des lignes épaisses vertes qui vont délimiter certains objets. Donc, ce sont en fait des obstacles qui sont disposés un peu partout sur la carte. Et ces obstacles-là ne peuvent pas être, on peut pas terminer le mouvement dessus, mais on peut pas non plus passer au travers à moins d'avoir des effets spéciaux qu'on va voir un peu plus loin. Finalement, c'est à noter que le bord du scénario, en fait, l'extrémité est délimitée par une ligne qui est plus foncée. Cette ligne-là représente des murs et c'est impossible de traverser ces murs-là. Chaque tour de jeu suit le même ordre: sélection de cartes, initiative, tour de personnage et monstre et fin de tour. Vous devez donc choisir secrètement 2 cartes de votre main. Une pour réaliser l'action du haut de la carte et une pour réaliser l'action du bas. C'est important de ne pas révéler aucune information précise sur ce que vous allez faire à vos coéquipiers. Donc, vous pouvez leur dire des informations subtiles comme « je veux agir tôt ce tour-ci » ou « peut-être que je vais attaquer », mais c'est pas, on peut pas révéler d'informations critiques qui va dire qu'est-ce qu'on va faire exactement à notre tour. Donc, voici quelques informations pour vous aider à prendre votre décision. Lors de votre tour, vous allez devoir choisir une carte afin de réaliser l'action du haut et une carte pour réaliser l'action du bas. Malheureusement, on ne peut pas faire les 2 actions disponibles sur une seule carte. Il faut en choisir seulement une et on est obligé de réaliser une action du haut d'une carte et une action du bas durant un tour. Pour les premiers tours, ça va être plus difficile de sélectionner quelle carte jouer. C'est pour ça qu'il y a des petites boîtes de texte bleu qui vous rappellent certaines règles et qui vous expliquent plus en détail l'action définie sur la carte. Pour le scénario numéro 1, on ne porte pas attention aux indications qui sont marquées au milieu de la carte. On va y revenir plus tard dans d'autres scénarios. Si vous avez tout de même la difficulté à choisir vos cartes pour le premier tour, voici les suggestions selon le personnage que vous jouez. Donc, les suggestions pour le démolitionniste, les suggestions
pour Hatchet, les suggestions pour The Red Guard et les suggestions pour The Void Warden. Donc, vous pouvez choisir ces cartes-là ou les cartes que vous souhaitez prendre. Par contre, il faut que vous choisissiez vous-même laquelle des deux cartes va déterminer votre initiative. Il est temps de révéler les cartes de chaque personnage afin d'en déterminer l'initiative. Des deux cartes que vous avez sélectionnées, vous devez en choisir une et une seule qui va représenter votre initiative. L'initiative, c'est quoi? C'est le chiffre qui est indiqué au centre de la carte et va déterminer l'ordre dans lequel les joueurs et les monstres vont jouer durant le tour. Donc, l'initiative la plus basse joue en premier. Une fois que chaque joueur a choisi sa carte qui va déterminer son initiative, on les révèle en même temps. Dans ce cas-ci, le Void Warden jouerait avant Hatchet, étant donné qu'il y a 23 d'initiative et Hatchet en a 24. On se rappelle que les monstres pour les scénarios 1 ont une initiative de 50 et vont donc jouer en dernier. On ajuste donc les tokens d'initiative de chaque personnage et monstre en jeu en conséquence de leur initiative. On va pouvoir s'y fier tout au long du tour pour déterminer l'ordre de jeu. On est maintenant prêt à débuter le tour. À votre tour, vous allez réaliser l'action du haut d'une carte et l'action du bas d'une carte. Votre action doit être effectuée dans l'ordre déterminé sur la carte. Une fois l'action réalisée, la carte est ensuite défaussée du côté gauche de votre plateau personnage où il y a marqué « Défausse ». La première action que vous pouvez réaliser, c'est l'action « Se déplacer ». Donc, elle est indiquée par le terme « Move » sur la carte, suivi d'un chiffre. Le chiffre détermine jusqu'à combien de cases votre personnage peut se déplacer. Donc, le personnage peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Par contre, il n'est pas obligé de se déplacer du nombre de cases qui est indiqué obligatoirement. Il peut aussi se déplacer de moins. Donc, dans ce cas-ci, il peut se déplacer de 1 à 2 cases. C'est à noter que le personnage peut passer à travers ses alliés pour effectuer son mouvement s'il le souhaite. Par contre, il ne peut pas terminer son mouvement sur la même case qu'un allié ou encore sur la même case qu'un monstre. Et c'est impossible de passer à travers un monstre pendant son mouvement, mis à part si on a des options spéciales qui le permettent. La deuxième action disponible, c'est l'action d'attaquer. Donc, il existe des attaques de mêlée qui sont identifiées comme ça, avec une petite épée, et il y a des attaques, en fait, à distance qui vont être indiquées par le fait, en fait, qu'en dessous du terme attaque, il y a le terme distance et un chiffre. Le chiffre détermine jusqu'à quelle distance on peut attaquer. Le chiffre à côté du terme attaque détermine les dégâts de base que le personnage va infliger au monstre. Ce qui est marqué en dessous, à côté de range, le chiffre qui est marqué, c'est la distance à laquelle l'attaque peut avoir lieu. Donc, dans ce cas-ci, le personnage peut attaquer jusqu'à 3 de distance. Il est à noter que pour faire une attaque à distance, il doit minimalement avoir une case de libre entre le personnage et le monstre visé. Si c'est pas le cas et que le personnage ou le monstre est collé sur sa cible, à ce moment-là, l'attaque à distance est désavantagée. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on va piger le modificateur d'attaque, on va en piger 2 et on va choisir le moins bon des deux. Dans le cas où un personnage est désavantagé dans son attaque, par exemple s'il fait une attaque à distance sur un monstre adjacent, il doit piger à ce moment-là 2 cartes modificatrices d'attaque et choisir la pire et appliquer son effet. Donc, dans ce cas-ci, on appliquerait un -1 sur notre attaque. Lorsqu'on réalise une attaque, on doit ensuite piger une carte modificatrice d'attaque qui va modifier les dégâts de base que l'on inflige. Dans ce cas-ci, les dégâts de base qui étaient infligés étaient de 3. Et si on pige une carte
on voit ici qu'en fait, on ne réussit pas l'attaque. Donc, l'attaque est un échec. Dans le paquet de base des cartes modificatrices d'attaque des personnages, on en retrouve 7 différentes. Donc, celle-là ici signifie qu'on inflige seulement les dégâts de base de notre attaque. Celle-ci signifie qu'on enlève 1 aux dégâts de base de notre attaque. Celle-ci en enlève 2. Ici, c'est le contraire, on en ajoute 1 ou on en ajoute 2 à nos dégâts de base. Et finalement, on a nos 2 cartes spéciales ici, qui signifient que rien ne se passe, donc notre attaque a été un échec. Et celle-ci ici qui signifie qu'on multiplie notre attaque par 2. C'est à noter que sur les 2 cartes plus spéciales, celle qui annule notre attaque et celle qui nous donne un multiplicateur de 2, il y a un petit signe en bas à droite. Ce signe-là signifie qu'une fois qu'on a pigé cette carte-là, on doit remélanger notre paquet de cartes modificatrices d'attaque avec notre défausse. Dans le cas de figure présent, Hatchet réalise une attaque de mêlée contre notre Vermling. Son attaque inflige 3 de dégâts de base, mais sur ce, il doit également piger une carte modificatrice d'attaque et appliquer son effet. Donc, -1 à l'attaque, ce qui veut dire qu'on inflige 2 de dégâts au Vermling. Pour ce faire, on va tout d'abord prendre en note le numéro du monstre, donc dans ce cas-ci, c'est un 1. Et on va ensuite porter les 2 dégâts que Hatchet a réalisés dans la case numéro 1 du plateau des monstres. Advenant le cas que l'attaque a été suffisante pour infliger autant de dégâts que la vie du monstre, dans ce cas-ci 5, le monstre disparaît de la partie. Si Hatchet aurait voulu à la place réaliser une attaque à distance de 3, par exemple, donc dans ce cas-ci 1, 2, 3 sur l'ennemi, il faudrait en fait que l'ennemi soit en ligne de vue. Une ligne de vue est déterminée en fait par une ligne qui peut passer directement de notre personnage, en fait, jusqu'au monstre que l'on souhaite attaquer sans traverser de lieux qui bloquent la ligne de vue. Dans cette partie, les seuls lieux, en fait les seules choses qui vont bloquer la ligne de vue, ce sont les murs, les obstacles la bloquent pas. Donc, Hatchet a la liberté d'attaquer le Vermling, même si celui-ci est caché derrière une roche. Certaines attaques à distance, en bas, en fait, d'où on dit à quelle distance on peut attaquer, ont une mention marquée « target », donc cible, et un chiffre à côté. Ce que ça veut dire, c'est que cette attaque-là peut cibler tant de personnes qui sont à 3 de distance. Donc, si, par exemple, il y aurait 3 personnes autour de Hatchet à une distance de 3, Hatchet pourrait les attaquer les 3 avec cette attaque-là. C'est à noter que quand on attaque des cibles multiples, il faut piger une carte modificatrice d'attaque pour chacun des monstres qui sont ciblés. Certaines cartes vont dire que certains effets infligent un nombre X de dégâts, comme celle-ci qui dit qu'il inflige 1 dégât. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune carte modificatrice qui est pigée et il n'y a aucune ligne de vue qui est nécessaire. Mais certaines actions peuvent infliger des états, comme par exemple sonner, qui va faire en sorte que vous ou le monstre n'aura pas d'habilité pour ce tour-là, donc ne pourra pas réaliser d'action. Embrouiller, qui va faire en sorte que les attaques de ce personnage-là vont être désavantagées, ou encore immobiliser, qui va empêcher le personnage de se déplacer dans son tour. Mais les effets sont pas tout le temps négatifs, comme par exemple renforcer, qui va vous donner un avantage durant votre attaque. L'avantage, contrairement au désavantage, fait en sorte que vous pigez 2 cartes modificatrices d'attaque, mais vous sélectionnez la meilleure parmi les 2. Certaines cartes ont des effets de guérison, comme celle-ci qui est marquée qui guérit de 2, une personne qui est à une distance de 3. Donc, autant le personnage peut se guérir lui-même ou guérir un autre personnage qui est dans son champ de vision et à une distance de 3. Certains personnages, comme le Void Warden, vont avoir des habilités qui vont permettre d'assigner des actions à des personnages. Donc, par exemple, cette action-là permet à un allié de faire une attaque à distance de 2
Et cet allié-là, pour pouvoir recevoir cette action-là, doit se trouver à une distance de 3 du Void Warden. Certaines habilités, comme celle-ci, en fait, vont avoir la mention self, donc soi, ce qui veut dire qu'elle ne peut être infligée ou en fait donnée qu'à soi-même. Certains personnages, surtout le démolitionniste, vont avoir des habilités qui vont permettre de détruire des obstacles à une certaine distance. Dans ce cas-là, on va appliquer des jetons de destruction à tous les X qui contiennent cet obstacle-là. Les cartes de statistiques de personnages contiennent plusieurs informations. Dans ce cas-ci, en fait, on retrouve leur vie totale, autant pour les monstres normaux, donc ceux avec une base blanche, que les monstres élites, donc ceux avec une base jaune. On retrouve également la distance qu'ils vont parcourir en un mouvement et on retrouve la puissance de leur attaque, donc les dommages de base qui vont être infligés une fois que le monstre va attaquer. Autour des monstres, ceux-ci vont commencer par se déplacer. Donc, dans ce cas-ci, de 1, autant pour les monstres élites que les monstres normaux. Ils vont vouloir se déplacer vers leur cible. Leur cible de choix sera le personnage qui va être capable d'attaquer avec le moins de distance à parcourir possible. Donc, pour commencer, on doit déterminer la cible pour chacun des monstres qui veulent se déplacer. On essaie de déplacer les monstres dans leur ordre chronologique. Donc, il y a un petit numéro écrit sur chacun des monstres. Celui-ci, c'est le numéro 1, donc ça va être le premier à se déplacer. Donc, on détermine quelle cible il peut aller rejoindre le plus rapidement possible pour attaquer potentiellement, ce qui n'est pas obligatoire. Donc, il doit parcourir 2 cases pour aller attaquer mon Void Warden ou encore parcourir 2 cases pour aller attaquer Hatchet. Donc, dans ce cas-ci, quand on a une égalité, on va se fier à l'ordre d'initiative et le monstre va se diriger vers le personnage le plus haut dans l'initiative. Donc, dans ce cas-ci, c'est le Void Warden. Donc, il se déplace de 1 vers lui, suivi de près par ses camarades. Encore une fois, dans l'ordre prévu. On se rappelle que autant les monstres que les personnages ne peuvent pas terminer leur mouvement dans une case contenant déjà un autre monstre ou un autre personnage. Dans le cas où le monstre aurait été directement adjacent au personnage, il ne se serait pas déplacé à ce moment-là. Mis à part si ce monstre-là doit réaliser une attaque à distance. Dans ce cas-ci, tout comme les personnages, il est sujet à être désavantagé s'il se trouve adjacent au personnage. Donc, il va essayer de se déplacer pour se mettre dans la position la plus favorable pour pouvoir attaquer. Dans un cas de figure comme celui-ci, où le monstre numéro 1 doit se déplacer en premier, mais que c'est impossible pour lui de se déplacer de 1 parce qu'il atterrirait soit sur un obstacle ou encore sur un de ses camarades, à ce moment-là, il reste à la même place et ne se déplacera pas. Une fois que le monstre s'est déplacé, il va maintenant attaquer sa cible. Donc, dans ce cas-ci, en se fiant à la carte de statistique des monstres, il va attaquer sa cible de 2. Mais il doit tout d'abord tourner une carte modificateur d'attaque pour savoir exactement combien de dégâts il va infliger. Dans ce cas-ci, sa carte modificatrice lui indique un plus 0, donc il va infliger 2 de dégâts à Hatchet. On prend donc la roulette de santé de Hatchet, qu'on va donc diminuer de 2. Si à tout moment la santé d'un personnage atteint 0, celui-ci devient épuisé et doit être retiré de la partie. Si tous les personnages deviennent épuisés, à ce moment-là, le scénario est un échec et doit être recommencé. Être épuisé ne signifie pas la mort permanente de votre personnage. Rassurez-vous, à la fin du scénario, vous allez le récupérer en un seul morceau. Une fois que tous les personnages et monstres ont réalisé leurs actions durant ce tour, cela met fin au tour. Si un paquet de cartes modificateurs avait une carte dans sa défausse qui indiquait qu'il devait être rebrassé, c'est à ce moment-ci que ça va se passer. Et maintenant, vous êtes fin prêt à jouer les 2 prochains rounds par vous-même.
Si vous êtes rendu à la fin du troisième round, vous devriez avoir vos 6 cartes de jeu dans votre défausse. À ce moment-là, vous ne pouvez plus continuer la partie. Il vous faut récupérer des cartes. Donc, dès le moment où vous atteignez minimum 2 cartes dans votre défausse, vous pouvez performer ce qu'on appelle un short rest ou un repos court. À ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous brassez les cartes de votre défausse et vous en pigez une au hasard que vous allez mettre dans vos cartes perdues. Ces cartes-là sont perdues pour le reste de la partie. Advenant le cas que cette carte-là était très importante pour vous et que vous ne souhaitiez pas la perdre, vous pouvez décider à tout moment d'infliger à votre personnage un dégât et, à ce moment-là, rebrasser les cartes et en défausser une autre. Vous pouvez décider de faire cette action-là, donc prendre un dégât et rebrasser les cartes, défausser une autre carte, autant de fois que vous le souhaitez, ou autant de fois que vous pouvez avant d'être épuisé. Tous les personnages devraient effectuer un repos court, donc un short rest en ce moment. Après un certain nombre de tours, en fait, vous allez avoir un maximum de cartes dans votre pile de cartes perdues qui ne peuvent pas être récupérées dans la partie. Pour pouvoir jouer votre tour, vous devez obligatoirement avoir 2 cartes disponibles. À tout moment, si ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible d'en récupérer, votre personnage devient épuisé et la partie est terminée pour lui. À partir de maintenant, vous êtes capable de terminer le scénario par vous-même. Donc, le terminer soit de 2 façons. Soit, à la fin du tour, vous allez avoir réussi à tuer tous les monstres présents dans la pièce ou encore au moment où tous les personnages vont être épuisés. En assumant que vous réussissiez le scénario, on va pouvoir continuer la vidéo. Sinon, vous pouvez le reprendre depuis le début et vous référez en fait au livre de règles, à la section « Qu'est-ce qui se passe quand on échoue un scénario ?» Vous avez réussi le scénario 1, félicitations. Maintenant, vous allez pouvoir lire la conclusion et voir qu'est-ce que vous remportez comme récompense. Vous avez donc débloqué un nouveau lieu, le lieu numéro 2 qui est situé en B1 sur la carte. Vous pouvez donc récupérer le collant associé et le collier dans le lieu B1 sur la carte. Comme vous avez complété le scénario numéro 1, vous pouvez alors cocher le scénario parce que les scénarios effectués ne peuvent pas être répétés. Et là, je vous répète, pour ceux qui ne veulent pas modifier leur jeu de façon permanente, c'est vraiment pas obligé de coller les collants ou d'écrire sur la carte. Vous pouvez tout simplement l'écrire sur une feuille de papier que vous allez ranger dans la boîte. Vous allez finalement prendre votre fiche de personnage qui va suivre la progression de votre personnage tout au long de la campagne de Gloomhaven et vous allez lui attribuer un nom et cocher le niveau 1 puisque c'est le niveau où il est rendu. Le reste de la carte de personnage va vous être expliqué plus tard dans les autres scénarios. Vous avez également gagné un avancement de personnage et vous pouvez remplacer les 2 cartes de A, en fait, de votre personnage par les 2 cartes identiques notées B dans le haut au centre. Maintenant que vous avez écrit tout ce qui est important d'écrire sur votre fiche de personnage, vous avez 2 options. Soit vous continuez au scénario 2 tout de suite, ou vous mettez le jeu de côté. Ce qui est important, c'est de prendre tout ce qui est associé à votre personnage, ses tokens, ses cartes, tout ça. Vous pouvez mettre ça dans un des ziplocs qui était fourni avec la boîte et ranger ça dans la boîte de votre personnage pour s'assurer que tout soit fin prêt quand vous allez être prêt à faire le scénario numéro 2. Et c'est ce qui met fin à ma première vidéo de vidéo-règles, en fait, de Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour faire la vidéo numéro 2 de vidéo-règles, où on va faire les scénarios 2 et 3. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Première fois que j'essaie de faire une vidéo-règle, donc dites-moi en commentaire comment ça se passe, s'il y a des améliorations ou quoi que ce soit. J'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner, donc n'hésitez pas justement à laisser un pouce en l'air,
à laisser un commentaire, à vous abonner, à sonner la cloche également. Je vais sortir cette semaine une autre vidéo, mais cette fois-ci pas sur ma chaîne comme ça a été annoncé vendredi en fait. J'ai rejoint l'équipe de Professeur Board Game pour faire des vidéos règles avec eux en fait à peu près une fois par mois. Donc la vidéo règle du mois d'août sort cette semaine et c'est Call to Adventure. Non seulement cette vidéo règle-là va sortir cette semaine, je vais également sortir une vidéo de playthrough sur la chaîne de Mixdeal de ce jeu-là où je vais avoir filmé une partie complète avec plusieurs caméras, donc préenregistrées, et je vais vous mettre ça cette semaine. Donc vous êtes gâtés, plusieurs contenus en fait de Mixdeal et Professeur Board Game dans la semaine. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit bientôt.